Merci beaucoup. Je vous remercie. En ce mois de septembre 1928, à l'entrée du théâtre Marigny à Paris, à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de l'avenue de Marigny, la foule se presse pour assister à la nouvelle revue de Saint-Granier, le chanteur et créateur de revues qui connaît un grand succès dans la capitale depuis qu'il a monté 6 revues au Casino de Paris avec un débutant qui a pour nom Maurice Chevalier. Saint-Granier étendra ses activités au cinéma à partir de 1930 et deviendra directeur de Paramount Pictures pour la France, puis producteur à Radio Cité, célèbre station de radio, où il produira le premier Radio Crochet. Ce soir-là, Saint-Granier et le couple Simone et Léon Volterra, propriétaires du théâtre, avec la complicité du concierge et des machinistes, font introduire discrètement un homme jeune d'une trentaine d'années dans les coulisses qui donnent directement sur le plateau. Jules Rému, déguisé en blonde aguichante, alors que son camarade Paul Paulet était déguisé en brune, joue le sketch désopilant « Les amis de pension ». Et, tout en jouant, Rému remarque cet intrus. Le sketch terminé, il se précipite sur lui pour lui demander ce qu'il fait là et comment il a pu y arriver. Celui-ci sourit alors et lui tend la main en disant « Je suis Marcel Pagnol ». À cette annonce, Rému, décontenancé et presque intimidé, répond en bredouillant « Ravi !» Puis, en enlevant sa perruque blonde, « Venez dans ma loge, monsieur Pagnol, j'ai un changement. » Marcel Pagnol était déjà assez connu dans la capitale, grâce notamment à 2 comédies satiriques écrites en collaboration avec le scénariste Paul Nivois et créées à Paris, Les Marchands de Gloire et Jazz. Assis en face de Rému, il commence à lui parler longuement de Marius, une nouvelle pièce de théâtre qu'il est en train de terminer, et il lui demande s'il accepterait d'y jouer. Cette première rencontre va bouleverser la carrière et la vie de Rému, comme elle bouleversera celle de Pagnol. Rému semble un instant hésitant. Pagnol lui donne alors le manuscrit de la pièce qu'il accepte avec circonspection. Entre gens du midi, il faut s'entraider. Laissez-moi là votre couillonnade marseillaise, je vais la lire. Dès le lendemain, il lui fait part de son enthousiasme. Il fera partie de l'aventure. Quelques jours plus tard, le 9 octobre, a lieu la générale d'une autre pièce de Marcel Pagnol, Topaz, avec André Lefort, un comédien chevronné dans le rôle-titre du maître d'école, trop honnête, qui devient le jouet d'une femme et d'un conseiller municipal peu scrupuleux. La pièce fait un triomphe au Théâtre des Variétés, ce qui ne fit que conforter Rému dans sa décision. Elle sera plus tard reprise au cinéma avec Louis Jouvet, puis Fernandel en 1951. Le courant passe très vite entre Rému et Pagnol. C'est le début d'une longue amitié que rien ne viendra ternir et qui durera 30 ans. Rému et Pagnol se revoient les jours suivants afin de discuter de la distribution des rôles de Marius. C'est d'abord le rôle de Panis que Pagnol propose à Rému, mais celui-ci fait aussitôt la grimace. « Non, il ne sera pas Panis. César me ressemble, déclare-t-il carrément. Pagnol en convient. Il réécrit rapidement son œuvre en diminuant le rôle de Panis au profit de celui de César. Incontestablement, la part de Rému, metteur en scène, sera importante et déterminante et sera sans doute la clé du succès de Marius.
Que de coupures judicieuses a-t-il provoqué? Que de modifications nécessaires a-t-il obtenu? Rapportera Pierre Freinet. C'est Rému qui évoquera Charpin dans le rôle de Panis. C'est lui qui imposera son inséparable ami Maupi pour incarner le chauffeur. Il proposa également Alida Rouf, qu'il connaissait depuis ses débuts à l'Alcazar. Et à chaque fois, Pagnol acquiesçait. Parfois il hésitait, puis il se rendait compte que Rému avait vu juste et jamais il ne regrettera de l'avoir écouté. Ainsi, pour prendre l'exemple le plus probant, Pagnol, trouvant sa pièce trop longue, décida de la raccourcir en supprimant notamment la mémorable partie de cartes entre Escartefigue, Panis, César et M. Brun. La partie de cartes, au cours de laquelle on apprend notamment que c'est dans la marine française qu'il y a le plus de cocus. Comme il semblait bien décidé, Rému, cette fois, décida de jouer de la diplomatie. Par un subterfuge malin, il réussit à réintroduire la scène et la transforma en scène mythique. Elle reste un morceau d'anthologie que l'on ne se lasse pas de réécouter. Escartefigue. Moi, je connais très bien le jeu de la manille, et je n'hésiterais pas une seconde si j'avais la certitude que Panis coupe à cœur. Panis. Bon, je t'ai déjà dit qu'on ne doit pas parler, même pour dire bonjour à un ennemi. Et je ne dis bonjour à personne. Je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Mais ils se font encore des signes. Monsieur Brun, surveillez Escartefigue. Moi, je surveille César. César à Panis. Tu te rends compte comme c'est humiliant, ce que tu fais là? Tu me surveilles comme un tricheur. Réellement, ce n'est pas bien de ta part. Non, ce n'est pas bien. Alors, César, je t'ai fait de la peine? Quand tu me parles sur ce ton, quand tu m'espinches comme si j'étais un scélérat, eh bien, tu me fends le cœur. Allons, César. Oui, tu me fends le cœur. Oh, pas vrai, Escartefigue, il nous fend le cœur. Ah, très bien, cœur, s'écrie ravi Escartefigue en jouant la carte du cœur. Le contrat de Marius est signé dans le bureau de Léon Volterra au premier étage du théâtre de Paris. Les répétitions commenceront le 15 janvier 1929, la générale étant prévue pour la mi-mars. Durant celle-ci, Rému et Pagnol déjeunent ensemble presque tous les jours en tête-à-tête, se découvrant réciproquement. Ils en étaient venus rapidement au tutoiement. Pagnol est subjugué par le jeu de Rému. Quelques jours après le début des répétitions, dans la loge de Rému, Pagnol, prenant un bâton de rouge, écrit sur la table de maquillage de la vedette « Monsieur Rému est un génie. 1929. Marcel Pagnol. » Le soir de la générale, une salve d'applaudissements récompense toute la troupe, et Rému a droit à une ovation spéciale. « Monsieur Rému est grandiose !» écrit James de Coquet dans le Figaro, et l'on se demande par quel miracle ce bloc sonore arrive à traduire avec une si merveilleuse justesse les plus délicates nuances. Mais qui était-il donc vraiment ce génie, ce comédien prodigieux qui allait être propulsé en quelques années au rang des plus grands? Pour en savoir plus sur lui, il nous faut quitter Paris et redescendre dans le Midi. Ah, non pas à Marseille, mais à Toulon. Toulon est une ville émouvante, disait Jean Cocteau. C'est dans cette ville émouvante et animée, cette ville de marins
au 4e étage d'un immeuble gris, situé au numéro 5 de la rue de l'Indépendance, dans la nuit du 18 décembre 1883, à 3 heures du matin, qu'Élisabeth Murer, née Gouzian, mit au monde un petit garçon vigoureux. Au comble du bonheur, le père Joseph, un tapissier décorateur de marine d'origine italienne, qui tient boutique place de la Liberté, se hâta d'aller déclarer sa naissance à l'hôtel de ville, sous le patronyme Jules, Auguste, César. Avec ces 3 prénoms d'empereur romain, qu'il portera toute sa vie avec une indéniable majesté, et dont le 3e était prémonitoire, le nouveau-né ne pouvait que réussir dans la vie. Son grand frère, Valentin, en était convaincu. Mais l'école ne l'enthousiasme pas. On peut même dire qu'il fut un élève déplorable, pour reprendre l'appréciation unanime de ses maîtres. En fait, dans l'arrière-boutique, le petit Juju préfère se vêtir de la toge antique qu'il confectionne à l'aide d'un tissu de toutes les couleurs, éclamer des vers de Racine devant un grand miroir. Il aime aussi découper des figures dans des livres d'images et, un peu plus tard, construire un théâtre de marionnettes, inventer des pièces et organiser des spectacles pour ses camarades pendant que ses parents sont au travail. Il fait payer les représentations 2 ou 3 sous. Ainsi naîtra sa vocation. Avec ses recettes, il pouvait ainsi, toujours en cachette de ses parents, aller voir le spectacle de Paulin dans la grande salle du casino de Toulon. Il en sortait emballé et ne rêvait plus que de l'imiter. Dans ce but, il apprend donc les chansons du comique Troupier, s'habille comme lui et se produit fièrement devant ses copains. À Valentin, il ne cache pas ses intentions. Il s'en ouvre aussi au directeur du casino de Toulon. Associé à Frémy, il commence alors à se produire sur scène dans des fantaisies militaires. « J'étais absolument nul, avouera-t-il plus tard. Les jets de tomates bien mûrs et autres œufs pourris étaient nettement plus fréquents que les applaudissements. » Ses débuts sur les bords de la rade de Toulon ne sont donc guère brillants. Et le directeur du casino, après son premier passage, ne l'encourage guère. Oh, « Tu n'es pas fait pour ce métier, lui dit-il, l'air navré. » Benjamin Auger, la vedette de la revue, partage cette opinion et d'un ton condescendant lui donne ce conseil. « À votre place, je n'insisterai pas. » Alors, dépité, Jules se fait embaucher chez un épicier dans un garage, dans une étude de notaire, mais c'est à chaque fois un échec lamentable. À cause de son incompétence, et surtout de son caractère exécrable, il se fait rapidement renvoyer, ce qui fait dire à son père « Mon pauvre enfant, quoi que tu fasses, tu finiras au bagne !» Néanmoins, ces échecs le confortent dans l'idée qu'il ne peut réussir que dans ce qu'il aime, par-dessus tout, la scène. Il sera donc artiste de music-hall, sous le nom de Raloum, artiste de music-hall et rien d'autre. Mais c'était sans compter sur l'opposition ferme et définitive de papa Murer, qui s'écrie outré « Pas de saltimbanque dans la famille !» Il oblige même à travailler avec lui dans les chopes familiales. Jules se résigne, mais demande à son père de faire office d'encaisseur auprès des mauvais payeurs, ce qui, pense-t-il, lui permettra au moins de jouir d'une certaine liberté. Grâce à lui, l'argent, que l'on croyait perdu, va bientôt rentrer dans les caisses. Son père est très content et finit par être plus conciliant. Son chenapan de fils en profite pour se produire dans un petit café-concert. Alors, devant une telle détermination, Joseph finit par lâcher prise.
Il s'en veut vite d'ailleurs de sa faiblesse, car les premières prestations de Raloum sont des bides formidables. Le directeur du casino de Toulon l'avait pourtant bien prévenu. Alors, à Aix-les-Bains, puis à Nice, sans renoncer à ses projets, il travaille comme croupier au casino pour vivre, car il ne veut surtout pas demander de l'aide à ses parents. Valentin, qui sera toujours proche de lui, part alors à sa recherche et il le récupère à Marseille. Quelques années plus tard, l'oncle de Jean Cocteau fera la même démarche avec le futur prince des poètes qui n'aimait pas non plus l'école et avait quitté lui aussi sa famille à 17 ans pour partir pour Marseille. À croire que la cité phocéenne a le don d'attirer les artistes et les poètes. Pendant quelques mois, Jules travaillera à Marseille avec Valentin, qui avait fait des études d'avocat et dont les parents étaient très fiers, mais qui finira marchand de sel en Afrique du Nord et mourra dans la misère. Après avoir fait le commissionnaire dans la journée, Jules se rendait le soir à l'Alcazar, où il s'était fait engager comme souffleur, pour être plus près des artistes, car il ne renonçait pas à monter sur les planches. Il attendait patiemment que se présente l'opportunité de faire ses preuves. Et elle se présente en effet un soir où la pièce « Voyage en Suisse » était à l'affiche. La salle est pleine à craquer, mais voilà qu'au dernier moment, l'interprète principal, Fortuné Aîné, tombe malade et ne peut assurer son rôle. Jules alors saute sur l'occasion. Il sort de son trou et s'écrie de sa voix déjà tonitruante. « La belle affaire! Moi, je peux le remplacer, votre Fortuné! Oh, le texte, je le connais par cœur! » Le producteur hésite un instant, puis accepte. Et Raloum sauve le spectacle et se fait remarquer pour la première fois. Il se fait si bien remarquer d'ailleurs qu'il est engagé dans la Nouvelle Revue et part en tournée dans le Midi et en Afrique du Nord avec la troupe des Lori Lori. La mort de Papa Murer en 1898, Jules n'a que 16 ans, laisse Élisabeth, son épouse, dans une situation financière difficile. L'affaire de Joseph est vendue, on pourrait même dire bradée. Valentin étant parti voyager dans le vaste monde, comme plus tard César, le fils de Marius, dans la trilogie, Jules prend en charge sa maman et il l'installe à Marseille. Ce n'est pas le Pérou, mais désormais Raloum gagne sa vie au music-hall, bien que modestement, et peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa mère. C'est alors que de retour d'une tournée avec Tramel et Frémy, comique troupier, dans un spectacle intitulé « Les trouffonneries de l'armée », tout un programme, il devient, sans que l'on sache vraiment pourquoi, Rému, Murer en presque verlan. Et il se produit dans différentes pièces à Marseille, notamment l'Alhambra et le Palais de Cristal, ainsi qu'à Nice, en Avignon et à Toulouse. Rému est désormais dans le Midi une vedette régionale et on l'appelle le Grand Jules. Comme on dit, un grand seigneur, et pas seulement parce qu'il dépassait tous ceux qui l'approchaient par la stature. Nous sommes en 1909. Comment est-il physiquement à cette époque? Il est grand et corpulent, le regard expressif, les cheveux noirs plaqués. Il est déjà doté d'une voix puissante, une voix de tribun populaire, si l'on en croit Paul Olivier, qui sera son secrétaire et son ami, qui évoque aussi sa démarche de proconsul. En 1910, un Toulonnais, comme lui, Félix Mayol, chansonnier et directeur du théâtre parisien à la mode, le Concert Mayol,
et inoubliable interprète de Viens Poupoule, viens, le repère et l'entraîne à Paris pour l'engager dans ses revues. La chance lui sourit, d'autant plus qu'à côté du music-hall, il découvre un art nouveau, le cinéma, le cinématographe, comme l'on disait alors. Et il y fait ses débuts en 1912 dans L'Homme nu, réalisé par Henri Desfontaines, l'agence Cacahuète de Roger Lyon et surtout Godasse fumiste de Christian Bourgeois. Mais le cinéma est alors muet et Rému se sent frustré, car le grand Jules, c'est d'abord une voix formidable. Il faudra donc attendre encore quelques années pour que le cinéma parlant fasse son apparition et s'impose, et que Rému en devienne l'une des plus immenses vedettes avec Marius. Puis arrive la guerre. En 1914, il est au front, mais en 1915, il est démobilisé et revient à Paris où il rencontre Sacha Guitry, qui l'engage dans sa comédie-revue « Il faut la voir ». Si l'art de la comédie fut toute sa vie, écrira plus tard Guitry, c'est parce qu'il lui permettait de créer autour de lui un monde, une multitude de présences dissipant l'ennui qui l'accablait dans la solitude qui toujours l'effraya. Quant à l'acteur, c'est bien peu de dire qu'il était admirable et qu'il avait une extraordinaire intuition. À la fin de la guerre, Rému commence à être reconnu à Paris, chez Maxime et au Café de Paris. Toujours très élégant, il arbore un chapeau melon et une cravate bleue à pois blancs. Dans les années 20, Rému joua de nombreuses fois dans des pièces de Sacha Guitry qu'il retrouvera en 1936 au cinéma dans Faisons un rêve, que celui-ci écrivit pour lui, avec dans la distribution l'auteur lui-même et Charlotte Lisès, son épouse de l'époque. Enfin, Rému fera partie de la prestigieuse distribution des Perles de la Couronne en 1937. Rému enchaînera plus de 30 pièces de théâtre jusqu'en 1928, avant la rencontre capitale de sa vie, celle avec Marcel Pagnol, évoquée au début de notre rencontre. Après le succès considérable de Marius au théâtre, voici que le cinéma parlant commence à se développer en France. Rému défend le muet, mais il est bien évidemment séduit par le parlant et il décide de tenter l'expérience. C'est ce qu'il déclare à Robert Richebey au cours d'un déjeuner dans un restaurant parisien. Robert Richebey possède les studios de Billancourt et de surcroît, il est le fils de Madame Richebey, créatrice à Marseille en 1904 de l'une des 2 premières salles de cinéma de la cité phocéenne, le Populaire Cinéma près du Vieux-Port. Robert Richebey croit en Rému et lui fait un pont d'or. Il lui propose, et Rému l'accepte, un contrat d'exclusivité de 3 ans, suivant les termes duquel l'acteur devra interpréter en vedette 3 films, dont le premier, Le Blanc et le Noir, tiré d'une pièce de Sacha Guitry, restera dans les annales pour avoir été le premier film parlant de Rému, le premier film de Fernandel et le premier film réalisé par Robert Florey et Marc Allégret en 1931. Ce film provoquera la rencontre entre Rému et un tout jeune débutant, Fernandel. Tout en se lançant dans l'aventure du cinéma, Rému continue néanmoins à jouer Marius au théâtre, dont le succès ne faiblit pas. Marcel Pagnol, lui aussi, rêvait de cinéma, depuis qu'il avait vu au Capitole de Marseille le premier film parlant avec des scènes chantées, Le chanteur de jazz d'Alan Rosland, qui avait révolutionné les salles américaines en 1927.
Le choc est si grand pour lui qu'il ira jusqu'à concevoir une théorie et une technique du film parlant. Et pour commencer, il décide de vendre les droits de Marius à la Paramount, l'une des 5 grandes compagnies de cinéma d'Hollywood. Comme il ne veut pas tourner Marius au cinéma sans Rému, il réussit à convaincre Robert Richeber de le lui prêter, car Rému, rappelons-le, avait passé un contrat d'exclusivité avec Richeber. Rému est ravi de reprendre son rôle au cinéma, avec toujours son ami Pagnol. Mais quand il apprend que celui-ci avait cédé les droits de Marius à la Paramount, il pique l'une de ses plus mémorables colères. « Nous allons tourner un film marseillais avec un tartare venu d'Olivoy !» C'est toutefois avec l'enthousiasme d'un grand enfant, qui ne cessera jamais d'être d'ailleurs, que Monsieur Rem commença les répétitions sous la direction d'Alexandre Corda comme réalisateur. En octobre 1931, le film sort à Paris, sur les boulevards, dans la salle de cinéma de la Paramount. Il est salué unanimement par la critique et le public comme un chef-d'œuvre et il donnera à Rému une stature internationale. Suivront Fanny en 1932, produit par la Société des films Marcel Pagnol, que Pagnol créa en association avec Robert Richeber et qui sortira triomphalement en octobre, et enfin César. Au cours des mois et des années, l'amitié entre Rému et Pagnol ne fera que se consolider. Une amitié sans concession. Rému lui parlera toujours franchement et attendait de sa part la même franchise. En témoigne une lettre que Rému lui adressa peu après la sortie du film Le Spunz avec Fernandel en 1938. Je voudrais rappeler que si l'on écrivait, encore beaucoup en ce temps-là, le téléphone n'étant pas installé dans tous les foyers, loin de là, et même ceux qui en possédaient un ne l'utilisaient qu'avec parcimonie et pour les grandes occasions. Voici donc un extrait de cette lettre de Rému à Marcel Pagnol. Marcel, je suis allé voir le Spunz à l'Olympia. Il y a certes de très bonnes choses, mais il y en a aussi de très mauvaises, indignes de toi. Le son est très mauvais, infâme. Les photos sont mauvaises. Par moments, de Mazis arrive à toucher. À part Fernandel, de Mazis, Charpin, Bélière et Mauby, tous sont très mauvais. Hier, le public a sifflé la scène d'amour entre de Mazis et Vattier. À force de vouloir faire des économies, tu finiras par manger tous tes sous, et un jour on ne voudra plus de tes films. Pour la femme du boulanger, il te faut prendre un nouvel opérateur, car il faut faire un film extraordinaire. Tu en as besoin, crois-moi. Ton talent et ton entêtement ne résisteront pas à la mauvaise humeur et à la mauvaise impression du public, et du public payant. Un film de M. Pagnol sifflé, c'est une abomination. Et même avec moi dans le boulanger, si tu ne remédies pas à tout cela, eh bien nous courons un véritable demi-désastre. Enfin, je ne comprends pas ce qui s'est passé dans la scène où l'on voit Mauby en gros plan. Tu aurais dû le mettre en pied. C'est une grave erreur de mise en scène. Pour le boulanger, il nous faudra un semblant de mise en scène. Que cela ne sente pas la pagaille. Et je te le répète à nouveau, ne confie pas à Vattier le rôle du curé du village. Sinon on dira « Monsieur Brun s'est fait curer ». Aussi, n'engage pas Charles Moulin dans le rôle du berger. Ce Tarzan, grosse tête et petit cul, ne me plaît pas du tout. Nous
N'oublie pas non plus d'ajouter quelques répliques au rôle de Ginette Leclerc. Elle a beaucoup de talent, et tu le sais, tu dois la mettre en valeur. Tu dois également changer tes techniciens, en particulier le chef opérateur du Spoons. Et puis, à la fin, sépare-toi de tous tes courtisans. Tu écoutes trop tes amis et les gens qui t'entourent qui te disent quand tu pètes que tu sens la fleur d'oranger. Affectueusement, Rému. Marcel Pagnol lui répondit quelques jours après. Cher grand Jules, je reçois ta deuxième lettre. 1. Tu as 10 fois raison pour Maupi. Mais ce n'est pas une erreur de mise en scène, c'est une erreur de montage quand j'étais à Paris. Mais le plan de Maupi en pied, je l'ai et je le fais mettre dans le film. 2. Quand tu parles du son, n'oublie pas que la qualité d'un son peut être entièrement bousillée par la projection. Nous avons écouté le Spoons au Chave et à l'Odéon. Le son était en tout point excellent, sauf dans 2 ou 3 passages d'extérieur. Si le son est mauvais à l'Olympia, c'est que l'Olympia est une très mauvaise salle et que le projectionniste doit tripoter son fader pendant la projection. C'est fréquent aux premières représentations. J'ai 2 camions Philips qui peuvent rivaliser avec n'importe quel western. Pagnol fait allusion à la western électrique, un système d'enregistrement sonore américain très prisé à l'époque. Ne parlons pas de mélodium, ça ne peut se comparer une seconde. J'ai interrompu ma lettre avant-hier. Je la reprends aujourd'hui. Je viens de recevoir ta 3e lettre. Ah, tu vas bientôt pour tes lettres faire la pige à Madame de Sévigné. Ah, ce n'est pas un reproche, hein. Au contraire, je suis content quand tu m'écris. Je lis ta lettre à tout le monde, en coupant bien entendu tout ce qui pourrait faire de la peine à quelqu'un. Tu reviens toujours à ton histoire de fleurs d'oranger. Il est étrange qu'un homme aussi intelligent que toi puisse répéter une pareille connerie. Écoute-moi bien. Toi, tu as 2 amis, Maupi et Delmont. Ils te rendent tous les services qu'ils peuvent. Tu juges, et tu as raison, que ces services prouvent leur amitié et leur cœur. Je suis d'accord avec toi. Moi, je suis entouré d'une 20aine de collaborateurs. Je les paie parce que c'est juste. Et si ces gens-là qui t'aiment bien exécutent les ordres que je leur donne, tu dis que ce sont des courtisans. Et pourquoi? Tu voudrais peut-être que Charlet ou Bourrely me pissassent au cul. Il n'y a aucune raison, et ils n'ont jamais eu cette envie. Ils font fidèlement ce que je les charge de faire. S'ils ne le faisaient pas, tu dirais que ce sont des salauds et des traîtres. Quand ils le font, tu dis que ce sont des lâches-culs. Oh. Alors, que faut-il qu'ils fassent? Donne-leur vite un conseil. Maintenant, je fais appel à... Ah non, excuse-moi, j'allais dire une connerie à mon tour. J'allais dire, je fais appel à ton bon sens. Or, c'est la seule qualité qui te manque. Tu exagères tout, et c'est peut-être la base de ton talent. On vient de me téléphoner pour me dire que le Spoons est un gros succès, que les gens rient beaucoup. Tino Rossi, qui est déjà allé le voir 3 fois, me dit la même chose. Or, c'était tout ce que j'espérais de ce film qui n'a jamais eu la prétention d'émouvoir. Je ne sais pas si tu as lu le compte-rendu de Cinémonde. On me félicite pour la photographie et pour la qualité du son. Tu vois comme les opinions peuvent varier. Ici, nous avons commencé à tourner de petites scènes accessoires pour le boulanger. La photo est excellente et le son très satisfaisant. Maupi nous manque. Nous t'attendons. Affectueusement à toi, Marcel. Rému et Pagnol évoquent dans cette correspondance la femme du boulanger.
En avril 1938, la femme du boulanger commencera à être tournée dans une maison du Castellet, transformée en fournil. Pour ce rôle, Rému, toujours perfectionniste et très professionnel, avait suivi pendant des semaines le travail de son boulanger bandolé, M. Reveste, afin de pouvoir se glisser plus aisément dans la peau du personnage. Il avait acheté, tout près de Bandol, 4 ans plus tôt, la maison de son rêve, la villa Clémentine, une énorme bastide en aile, bâtie sur 3 niveaux et entourée d'un jardin extraordinaire, comme aurait dit Charles Trenet, dans lequel foisonnaient mimosas, citronniers, orangers et palmiers. Pour faire plaisir à Esther Métayer, sa compagne bretonne depuis 1924, qui lui avait donné une petite Paulette et qu'il avait épousée en 1936, il avait décidé de l'appeler la Kermocotte, ce qui signifie en breton chez et mocotte, femme du Sud. La femme du boulanger est devenue un classique incontournable du cinéma, avec des scènes restées célèbres comme celle mythique du retour de la chatte Pomponnette au logis de l'infortuné boulanger qui aussitôt l'invective. « Oh, mais regarde, la voilà, la Pomponnette, garce, salope, ordure, c'est maintenant que tu reviens ?» Oh, le pauvre Pompon dit, il s'est fait un mauvais sang d'encre pendant ces 3 jours. Il tournait, il virait, il cherchait dans tous les coins. Plus malheureux qu'une pierre il était. Et elle, pendant ce temps-là, avec son chat de gouttière, un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il avait de plus que lui? Rien. La première de la femme du boulanger eut lieu à Paris, le 5 septembre, au cinéma Marivaux. Ce fut bien évidemment un triomphe, et c'est sans doute le plus beau film dramatique de Marcel Pagnol, dans lequel celui-ci est bouleversant d'humanité aux côtés de la remarquable Ginette Leclerc. Henri Janson parlera d'un film admirable, parlant d'une anecdote éternelle et banale, celle du mari trompé, et, écrit-il, dans une chronique parue dans le journal La Flèche, nous avons constaté dans ce film que Rému Pagnolisé était 1000 fois plus émouvant que tous les travelling du monde, 1000 fois plus passionnant que toutes les aventures du monde, 1000 fois plus suggestif que tous les artifices du monde. Le 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne d'Adolf Hitler. Tous les studios se vident. La production cinématographique française est stoppée brusquement. Les événements dramatiques qui se déroulent alors inspirent Marcel Pagnol qui imagine un mélodrame. La fille du puisatier, qui se passerait toujours en Provence, comme ses films précédents, mais suivrait en quelque sorte la tragique actualité de la guerre. Il y avait au départ la volonté d'ouvrir les cœurs aux courageux immigrés italiens, grands travailleurs, que rien n'aurait buté. Le puisatier s'appelle Amoretti, et son plat favori est la polenta. Pagnol en parle à Rému, qui ferait bien entendu partie de l'aventure. Celui-ci, qui se trouvait alors à Bandol, avec sa famille, accepte avec joie. Mais, lorsque Pagnol lui annonce qu'il devrait partager la vedette avec Fernandel, qui était devenu lui aussi une star depuis Regain et surtout le Spoons, Rému exige d'occuper le haut de l'affiche lors de la sortie du film. Monsieur Rému, qui ne prit pourtant jamais la grosse tête, contrairement à ce qu'affirmaient certains, n'entendait pas toutefois céder du terrain, même au profit d'un ami pour lequel il avait une profonde admiration.
Le tournage devait commencer au mois de mai 1940. Mais l'état-major allemand ayant déclenché son offensive générale le 3 mai, le premier tour de manivelle n'aura lieu que 3 mois plus tard, le 13 août 1940, dans les studios de Pagnol à Marseille. Très vite, le film se retrouvera rattrapé par l'actualité, bien au-delà même des intentions de Rému. Jacques Mazer, l'aviateur disparu dont les parents refusèrent de reconnaître l'enfant qu'il fit à Patricia, Josette D., la fille du puisatier, devint un combattant en mission de combat abattu derrière les lignes allemandes. Puis vint l'inclusion du fameux discours de Philippe Pétain du 17 juin appelant à cesser le combat. Ce discours sera remplacé à la Libération par celui du général de Gaulle. En même temps qu'un poignant mélodrame, La fille du puisatier peut se voir comme un excellent documentaire sur une période douloureuse. Vers la fin du film, le grondement de vraies bombes s'abattant sur Marseille se fait entendre au loin. La réalité rejoignait à nouveau la fiction. Lors de sa sortie triomphale, en zone libre, Marcel Pagnol, ayant avalisé les exigences de Rému, ont pu voir sur l'affiche côte à côte les noms de Fernandel et de Rému, à égalité, mais avec au-dessus celui de Josette D, en énorme caractère, ce qui n'était que justice tant l'interprète remarquable de Patricia avait profondément ému Pagnol. Une fois encore, Rému explosa. Puis finalement, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, en prenant Fernandel en témoin, il eut ce mot cocasse. « Tu as vu la fille du puisatier sur l'affiche? C'est comme qui dirait Blanche-Neige et les deux nains. » Rému, au fait de sa gloire, tournera désormais avec les plus grandes vedettes de l'époque. Viviane Romance, Madeleine Renaud, Pierre Blanchard, dans L'étrange Monsieur Victor, à la veille de la guerre, Les Inconnus dans la maison, en 1942, avec Jean Tissier, l'excellente Juliette Faber et le jeune Mouloudji, alors âgé de 20 ans. Les Gueux du paradis, en 1945, où il retrouve son ami Fernandel, avec lequel il aimait tant jouer, parce que, justement, avec lui, il ne jouait pas, il parlait. Et puis L'homme au chapeau rond, son dernier film, en 1946, avec la grande Gisèle Casadessus. Couronnement de son extraordinaire talent, la Comédie Française fera appel à lui sur la suggestion de Marie Belle, et il sera un remarquable bourgeois gentilhomme, puis jouera avec le même bonheur Le Malade imaginaire et l'anglais tel qu'on le parle de Tristan Bernard. S'il tourna avec les plus grands acteurs, il tourna aussi avec des débutants. C'est ainsi qu'il tournera avec Michel Morgan, Gribouille, en 1937, et celle-ci gardera toujours en mémoire la façon dont le grand acteur qui l'intimidait avait pris sa défense sur le tournage alors qu'elle n'était qu'une débutante maladroite. Rappelons que les scénarios de Gribouille étaient signés de Marcel Achard, autre vieux complice de Rému au cinéma. Les années 30 virent les acteurs méridionaux triompher sur les écrans, mais ils étaient assimilés dans leur dimension comique aux produits d'une région connotée comme ludique. Au cœur des stéréotypes méridionaux se trouvait la notion de galéjade, le sens de l'exagération et du spectacle. Cela faisait partie du folklore, et dans leur ensemble, les méridionaux et les Marseillais en particulier, bien que quelquefois un peu agacés, acceptaient de jouer le jeu au point qu'Edmond de Charleroux parlera d'autoparodie. Les Marseillais, disait-elle, font des galéjades parce que c'est l'image que vous leur demandez de produire.
Ceci nous amène à en venir à la vision de Marseille qui fut celle de Rému. Celui-ci s'amusait de ces fameux stéréotypes et se voulait volontiers provocateur. On se souvient de la scène d'ouverture de Marius, après quelques vues de Marseille, Vieux-Port, Pont Transporteur, Notre-Dame de la Garde, et le générique, quelques plans nous montrent des personnes toutes endormies, stéréotype du farniente. Puis nous entrons dans le parc de la Marine, et après une scène rapide entre Marius, Pierre Freinet et Fanny, au rang de Mazis, nous voilà au véritable début. César, Rému, lui aussi endormi, se réveille et se livre à sa fameuse démonstration du picon citron curacao pour le bénéfice de son fils Marius et des spectateurs. Rému était César, il ne grossissait pas les traits de son personnage qui pour lui était le type accompli du véritable Marseillais, un tantinet flemmard, mais généreux, emporté et coléreux, mais plein d'humanité, souvent de mauvaise foi et d'un chauvinisme poussé à l'extrême. Rému se faisait aussi une certaine idée de Marseille, la même, à quelque chose près, que Marcel Pagnol, Charpin, Vincent Scotto et quelques autres. Le Marseille de Rému et de Pagnol était une ville tonitruante, rebelle, courageuse, magnanime, et le petit peuple qu'ils feront vivre au cinéma était un petit peuple authentique, hâbleur, souvent pontifiant et chauvin, mais qui attire toujours la sympathie et fait parler son cœur. Les gens, et les Parisiens en particulier, se faisaient aussi une certaine idée de Marseille, à travers César, incarné avec tant de vérité par Rému, une idée un peu simpliste, voire caricaturale, et souvent, il faut bien le dire, malveillante. Le Marseillais était le plus souvent représenté dans les journaux parisiens, attablé au comptoir d'un bistrot, en train de siroter son verre de pastis, ce breuvage trouble qui avait alors à Paris et presque partout en France une mauvaise réputation. On soulignait avec sarcasme sa paresse, son manque d'ardeur au travail. Dans Fanny, la partie de boule arrête un tramway. En toutes circonstances, le travail à Marseille n'est pas une priorité et cède volontiers le pas au plaisir, comme le souligne cette scène célèbre. Plus tard, Fernand Sardou, affalé dans un hamac et chantant « Je la couperai, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme », ne fera aux yeux du monde que confirmer, s'il en était besoin, cette propension du Marseillais au repos et à la détente, victime sans doute d'un climat trop paradisiaque. Il faut préciser que Rému était loin de cette image. Il s'ennuyait dès qu'il restait inactif, et même en vacances, il se levait avec le soleil, et en bon méridional, quand il se réveillait, il fallait que tout le monde soit debout. Quand on évoquait le Marseillais à Paris, on raillait aussi son avarice, son je m'en foutisme, son orgueil démesuré, sa truculence bonhomme, son ridicule. On se moquait de son accent, le fameux accent marseillais. Chez Rému et tous les acteurs de Pagnol, l'accent faisait corps avec le composant filmique. Ce n'était pas un accessoire pittoresque, une note de couleur locale. Il était essentiel, consubstantiel au texte et aux personnages qui le possédaient, comme d'autres ont la peau noire. L'exemple le plus significatif est pour moi ce plan où César et Marius, debout, dialoguent sur l'éventualité du mariage avec Fanny. Marius. Tu en as parlé à sa mère? César. Sa mère? Ah, sa mère!
prononçant la voyelle finale à la provençale. Tous deux plans rapprochés, comme si l'affaire était d'importance. Et, voyez-vous, elle l'était en réalité. À travers César, Rému donnait une leçon de prononciation méridionale à l'Alsacien Pierre Freinet, intégré marseillais depuis peu. L'accent méridional était pour Rému, comme pour Pagnol, un marqueur essentiel d'identité, et il était en quelque sorte un label de Marseille, comme le savon. Il faut préciser qu'à cette époque, le fait que des comédiens gardent leur accent dans une pièce de théâtre ou dans un film, cela paraissait inconcevable. Ce n'est pas sans difficulté que Rému et Pagnol, lorsqu'ils proposeront Marius au directeur de théâtre, plus que réticents, imposeront l'accent aux comédiens. Les Parisiens brocardaient également le rire, le fameux rire marseillais, plus franc, plus gras, plus explosif que le rire en général, un rire sans malice et sans hypocrisie, alors que dans le reste de la France, il faut bien le dire, on ricane plus qu'on ne rit. Au rire se mêle souvent de l'aigre et de l'acide. Le sarcasme est toujours en embuscade derrière le rire. Le rire marseillais, lui, est authentique, sans ambiguïté ni équivoque. Cette certaine idée parisienne de Marseille et des Marseillais nous fera parfois beaucoup de mal. Les Parisiens ne savaient pas sans doute ou feignaient d'oublier que, dans le Sud, à Marseille, aussi bien qu'à Naples, la farce, le grotesque, bien avant Rému et Pagnol, avait eu un éminent statut artistique. Faut-il le rappeler, Pétrone, l'auteur du Satyricon, était un Marseillais. Quant à la fierté d'être Marseillais, pourquoi la nier? Et pourquoi nous la reprocher? Rému, alias César, la résume très bien dans cette exhortation devenue mythique, adressée à M. Brun dans Marius. Eh bien, M. Brun, à Marseille, on ne dit jamais bagasse, sorte de juron méridional. On ne porte pas la barbe à deux pointes, on ne mange pas très souvent l'aioli, et on laisse les casques pour les explorateurs. Et on fait le tunnel de Rove, et on construit 20 kilomètres de quais pour nourrir toute l'Europe avec la force de l'Afrique. Et en plus, M. Brun, en plus, on emmerde tout l'univers. L'univers tout entier, M. Brun, de haut en bas, de long en large, à pied, à cheval, en voiture, en bateau, vice-versa. Salutations. Alors cette exhortation nous amène à évoquer le caractère de Rému. Il avait, dit-on, le tempérament monstrueux du comédien et une pensée d'homme libre. Ceux qui le connaissaient bien affirmaient que l'essentiel n'était pas visible chez Rému. Il était à l'intérieur, un corps de gosse et le cynisme de Mathusalem. Ce qui est sûr, c'est que Monsieur Rému avait incontestablement un caractère bien trempé, mais aussi une sensibilité épidermique. On racontait généralement qu'il était imprévisible et fréquemment de mauvaise humeur. Marcel Pagnol disait souvent qu'il était un ami trop intime de Rému pour pouvoir parler de lui avec objectivité. Jean Cocteau, pour sa part, rapportera « La mauvaise humeur de Rému est une fable. Il adorait le travail. Le travail mal fait le rendait malade. Sa mauvaise humeur, s'il y avait mauvaise humeur, venait d'une constatation de travail mal fait chez ses camarades. » Quand on lui posait la question, Rému répondait en souriant. « Mon mauvais caractère? Vous y croyez, vous, à toutes ces choses qu'on raconte? Moi, non, monsieur. Si j'avais mauvais caractère, je le saurais. Oh,
Moi, je suis un peu impulsif, comme mon pauvre père. Mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. » Il se dédouanait en quelque sorte sur Marcel Pagnol. « Je suis un brave homme, monsieur, et je mène tranquillement ma petite vie. Seulement, j'ai du succès, et ça, c'est le grand malheur, voyez-vous. Voulez-vous que je vous dise une chose? C'est Marcel Pagnol qui m'a fait beaucoup de tort. Pagnol est un grand auteur et un être délicieux, mais c'est aussi un Marseillais, et il exagère. Il suffit que je dise une petite chose pour qu'il raconte que j'en ai proclamé 10 fois plus, et comme tout le monde écoute. » Rému, au fil des années, devint de plus en plus massif et corpulent, et il ondulait quelquefois les hanches et les épaules en marchant. Une sorte de houle d'aérostat le poussait à l'aveuglette, comme disait Cocteau. La multitude, surprise, s'écartait alors sur son passage. Cela l'étonnait lorsqu'il commença à être très populaire et qu'on l'attendait dans la rue, à la sortie de chez lui ou du théâtre. Cela l'amusait aussi, et aux gens qui l'applaudissaient ou le congratulaient, il répondait avec un sourire plein de bonté et de gentillesse. À un jeune garçon qui semblait très ému et l'aborda en bredouillant, il lança, avec sa voix inimitable: « Jeune homme, venez partager la bouillabaisse avec moi, chez Bassot, samedi prochain. » S'il aimait Marseille, et s'en faisait, comme on l'a vu, une certaine idée, il n'en reniait pas pour autant sa ville natale et ses racines toulonnaises. Quand on lui faisait remarquer son accent marseillais et le fait qu'il devait être né sur les rives du Lacidon, il répondait: « Non, monsieur, je suis de Toulon, et l'accent de Toulon est beaucoup plus distingué. » Et je voudrais en venir à présent à une autre rencontre de Rému au cinéma. Une rencontre qui n'eut malheureusement pas de suite. Une rencontre avec celui que je considère personnellement comme l'un de nos grands acteurs français, Michel Simon. Un journaliste dans les années 30 comparait l'acteur suisse à l'une de ses gravures au vitriol de Daumier, encore un Marseillais. Un Daumier de nos jours, revu et corrigé par Florin et Abel Fèvre. En 1936, 4 ans après son éblouissante interprétation de Boudu sauvé des eaux, dans le film remarquable de Jean Renoir, il rencontra pour la première fois Rému dans Les Jumeaux de Brighton, comédie plaisante de Claude Heyman avec Suzy Prime, adaptée d'une pièce de Tristan Bernard. Mais la rencontre au sommet entre les deux stars eut lieu dans Les Nouveaux Riches, puis dans Noix de coco en 1938. La relation du match Rému-Simon dans Noix de coco, par la presse de l'époque, donne presque autant de plaisir que le film lui-même, qui doit essentiellement son succès à l'interprétation des deux grands comédiens. René Bizet, dans Le Jour Écho de Paris, écrit: « Ce vaudeville de Marcel Achard bénéficie d'une interprétation de comédie à la vérité admirable et unique avec Rému et Michel Simon. Tous les deux méritent qu'on se déplace pour les applaudir. Il n'y a pas en ce moment dans le cinéma d'Hollywood ou de Londres 2 acteurs qui jouent avec plus de naturel. » Un autre journaliste, Pierre Bost, souligne: « Monsieur Rému a eu de meilleurs rôles, et celui-ci est peut-être un peu artificiel pour lui. Il n'est jamais si bon quand il exprime ses sentiments, des sentiments bien simples, mais il est pourtant ici excellent, avec souvent ce sens du pathétique burlesque qui lui est propre, aux côtés de Michel Simon, dans un personnage d'ahuri, un peu veule et goinfre qui lui convient parfaitement. Ils sont, l'un et l'autre, admirables de comique, de naturel, de truculence, d'autorité, écrit de son côté Jean Fayard dans Candide.
Voir M. Michel Simon manger un sandwich ou croquer un cachet d'aspirine est une joie qui peut être comparée à cette autre joie. Voir M. Rému piquer une colère. Ce sont deux grands acteurs qui se dessinent, l'un la ganache, l'autre l'impulsif. Mais le courant passe mal entre les deux comédiens, même si cela n'est nullement visible à l'écran. Michel Simon supporte mal la suffisance de Rému, ses emportements, son assurance tranquille, son omniprésence. Michel Simon ne tirait jamais la couverture à lui, mais il aimait bien qu'on lui porte une certaine considération, et Rému était avec lui comme avec tout le monde, ce qui souvent l'agaçait. Par ailleurs, le caractère méridional de Rému s'accordait mal, il faut bien le dire, avec la froideur apparente du Suisse qui dissimulait pudiquement ses sentiments et sa sensibilité d'écorché vif. Rému avoua ne pas être à l'aise avec lui. Quant au jugement sur Rému de Michel Simon, qui avait la réputation d'avoir la dent dure, il est sévère mais nuancé. Rému était con, constamment con, à ce point que ça devenait inquiétant, admirable. Un con, parfois, se relâche. Rému, lui, ne se relâchait jamais. Cela dit, il était toujours génial et sans effort. Cette rencontre au sommet ne se renouvela donc pas. Rému ne le souhaitant pas, et je le regrette personnellement car le duo Simon-Rému, ces deux monstres sacrés, aurait pu nous offrir de nombreux chefs-d'œuvre au cinéma. Michel Simon ne lui en voudra pas et fera part de sa peine profonde et sincère à la mort de Rému en 1946. À la suite d'un banal accident de la route, sur la Nationale 7, il fut en effet hospitalisé 2 mois dans une clinique avec une jambe cassée. Et il en sortit joyeux et en pleine forme. Mais, en septembre, il téléphone à Pagnol. Oh, « Je suis encore dans une clinique, mais ce n'est pas grave. Viens me voir. » Rému préférait cacher à son entourage que depuis quelque temps il souffrait d'hémorroïdes et il désirait se faire opérer. L'opération envisagée était bénigne. Toutefois, comme il souhaitait avoir les meilleurs soins et qu'il avait une confiance absolue envers les médecins américains, il avait choisi d'entrer à l'hôpital américain de Neuilly, lequel revendiquait par ailleurs son culte de la discrétion. Voici ce que rapportera Marcel Pagnol des événements qui vont suivre. À son appel, j'accours à l'hôpital de Neuilly. Il était assis dans son lit et s'était fait un turban d'une serviette éponge. On eût dit un gigantesque brahmane. Il discutait avec une infirmière, une charmante jeune femme. Elle refusait d'ouvrir une bouteille de whisky que Paul Olivier venait de lui apporter. Il en buvait d'ordinaire fort peu, mais il prétendait ce jour-là que 2 gorgées lui donneraient plus d'assurance pour aller jusqu'à la table chirurgicale. Elle refusait catégoriquement. Pas d'alcool avant une opération. La consigne est formelle. Vous êtes à jeun. Un doigt de whisky peut vous enivrer. Vous en boirez demain si vous voulez, mais pas aujourd'hui. Jules me la montra du doigt et me dit « C'est une mégère, et je plains son mari de tout cœur. »« Je n'ai pas de mari, dit-elle. »« Tant mieux pour lui. » Le ton de la conversation me rassura. Jules me parla de l'opération, une opération banale et bénigne, qui ne demandait que 8 jours de clinique. Et puis l'infirmière me dit qu'il était temps de me retirer parce que l'heure des chirurgiens allait sonner. Comme je lui faisais mes adieux, il me dit tout à coup « Embrasse-moi !» Je fus surpris. Il nous arrivait très souvent de ne même pas nous serrer la main et de continuer sans préambule la conversation de la veille. Je l'embrassai. J'allais sortir quand il me demanda
Où déjeunes-tu? Chez Langer, avec Roger Ferdinand. Après l'opération, je te téléphonerai. Si on vous le permet, dit l'infirmière. Quoi? Cria Jules. Ici, on ne parle que de permettre ou de défendre. C'est une caserne, c'est un bagne. Ne t'inquiète pas, je te téléphonerai. À 12h30, on vint m'appeler à table. Je pensais qu'il n'était pas encore réveillé, mais que la serviable infirmière allait me donner de ses nouvelles. C'était une voix inconnue, une voix de femme. Le cas de M. Rému était beaucoup plus grave qu'on vous l'a dit. L'opération a duré 2 heures. Il ne s'est pas réveillé. Vous voulez dire, pas encore? Il y eut un silence tragique, puis la voix murmura. Non, il ne se réveillera plus. Les médecins n'avaient pas détecté une indéniable insuffisance cardiaque incompatible avec l'anesthésie pratiquée et ils n'étaient pas parvenus à le ranimer après l'opération. Nous étions le 20 septembre 1946. Rému avait 63 ans. L'émotion fut immense à Marseille et dans toute la France lorsque la nouvelle de sa disparition fut connue. Dans le bouleversement du moment, sur une table du bar de Fouquet's, Pagnol écrivit cet hommage à son ami qui sera publié immédiatement dans France Soir. On ne peut pas faire un discours sur la tombe d'un père, d'un frère ou d'un fils. Tu étais pour moi, les trois à la fois. Je ne parlerai pas sur ta tombe. D'ailleurs, je n'ai jamais su parler, et c'était Rému qui parlait pour moi. Ta grande et pathétique voix s'est tue, et mon chagrin fait mon silence. Devant Delmont, qui pleurait sans le savoir, Jean Gabin a croisé tes mains sur ta poitrine. J'ai pieusement noué le papillon de ta cravate, et tous ceux de notre métier sont venus te saluer. Ces obsèques quasi nationales seront célébrées à Saint-Philippe-sur-Roule, Saint-Philippe-du-Roule, en présence de tous ses nombreux amis, de la foule parisienne massée sur son passage pour le saluer une dernière fois. L'acteur repose aujourd'hui dans son Toulon natal, au pied du Mont Faron, avec ses parents, son frère et sa fille Paulette. En 2015, sa petite fille, Isabelle Nohain-Rému, lui a consacré un excellent livre, Rému, un grand enfant de génie, et a ouvert un musée à Marignane, rassemblant de nombreux documents sur l'acteur. Quelque temps après sa mort, Orson Welles demandera à rencontrer Monsieur Rému et éclatera en sanglots en apprenant sa disparition. « C'était le plus grand d'entre nous !» Incontestablement, il fut le plus grand des comédiens, le plus drôle, le plus émouvant, le plus colérique, le plus homérique, le plus cosmique, le plus proche, le plus humain. « C'est tragique !» aurait même lancé Michel Simon en soupirant. « Marseille ne sera plus Marseille. » Ah, c'était excessif, naturellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec Rému disparut aussi, en ce mois de septembre 1946, une certaine idée de Marseille. Je vous remercie.